Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a délivré un message de félicitations à l'endroit du président Patrice Talon et sa colistière. Vous suivrez la substance de ce message dans cette édition. Le duo Korwe-Agossa était face à la presse ce mercredi 14 avril 2021. Corentin Korwe et Irénée Agossa se disent être surpris par les résultats, par les chiffres annoncés par la Sénat. Tension en Centrafrique ces derniers jours, les agents de la MONUSCA, la mission de l'ONU pour la stabilisation, sont critiqués pour leur travail sur le terrain. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous. Vous le savez, les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril dernier sont connus depuis ce mardi. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, a annoncé le duo du président sortant, vainqueur de ce scrutin. On écoute à nouveau le président de la Sénat pour les détails. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présente comme suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 008. Suffrage valablement exprimé, 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. 1. Corentin Aponkoué et Irénée Josias Agossa. Suffrages obtenus 53 957. Pourcentage de 2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Wunkwe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. C'est sur cette base que nous avons pris la décision portant publication des résultats de l'élection présidentielle du premier tour. Après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Sénat, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, dans la matinée de ce mercredi, a délivré un message de félicitations à l'endroit du président Patrice Talon et sa colistière. Je vous invite à suivre la substance du dit message au micro de Peggy Ludovic Dagba, Igor Routondi et Romaric Devauchy. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Notre duo, le duo gagnant Talon-Talata, signe un chaos limpide, un chaos retentissant, un chaos exceptionnel avec 86,36% des suffrages exprimés, très loin devant les adversaires. Notre pays, le Bénin, vient d'étonner encore le monde. Sans attendre les résultats définitifs, je tiens, au nom de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et en mon nom propre, à exprimer au président Patrice Guillaume Athanas Talon nos vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Merci à vous pour cette grande vision et cette endurance hors du commun pour le développement, le vrai développement de notre nation. Puisse le Seigneur vous protéger, vous bénir. Puisse l'Esprit Saint vous inspirer pour continuer les 5 prochaines années à donner la preuve que ce pays peut se développer en comptant sur ses propres forces. Ce chaos est le fruit, en effet, d'un parcours audacieux, un cheminement fait d'efforts acharnés.
C'est en cela que nous devons vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour votre bilan, on ne peut plus éloquent. Déjà au thème du premier mandat, le travail bien fait paye toujours. Au regard de ce bilan élogieux, le risque assez tentant était là de se dire que tout est gagné d'avance. Et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, que j'ai l'honneur de diriger, a très tôt compris et s'est mis résolument au travail. Pendant la campagne, les Amazones et soldats UDBN sont restés constamment au front, plus déterminés que jamais. Quelle localité n'avons-nous pas écumée avec farouche détermination pour convaincre le dernier électeur à aller accomplir son devoir civique et en faveur du duo Talon-Talata. Je profite de l'occasion pour exprimer notre gratitude à toutes les institutions de la République qui se sont investies dans l'organisation et la réussite de ce grand rendez-vous électoral. Je rends particulièrement hommage aux forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable pour la préservation de la paix dans notre pays. Gratitude également envers les missions internationales et nationales d'observation. L'histoire retiendra que le génie béninois est exceptionnel. Il étonne et étonnera toujours. Maintenant que nous avons vaincu la fatalité, nous devons tous faire place au développement, le vrai développement du Bénin. Chers compatriotes des 4 coins du Bénin et de la diaspora, embarquons tous dans le navire Bénin qui ne va jamais chavirer. Le turbo du développement est là pour nous conduire à bon port. Ici, c'est vraiment le Bénin. Vous venez de suivre le message de la présidente de l'UDBN à l'endroit du duo Talon-Talata. Je vous l'annonçais en titre, le duo Corentin Korhwe-Irénée Agossa était face à la presse ce mercredi 14 avril 2021 à Cotonou. Ces candidats malheureux à la présidentielle du 11 avril dernier disent être surpris par les chiffres annoncés par la Sénat en ce qui concerne les résultats provisoires. Pour eux, le comportement de certains opposants a favorisé la victoire du duo Talon-Talata. Écoutons un extrait de leur déclaration au micro de Samson Oké et de Jean-Baptiste Boucor. Nous avons tous suivi hier mardi, 13 avril 2021, en fin de journée, la proclamation par la Sénat des grandes tendances de l'élection présidentielle du dimanche dernier. À travers notre déclaration de ce jour, nous souhaitons à la fois marquer notre surprise par rapport à ces chiffres au vu des nombreuses irrégularités signalées par les organisations de la société civile, mais aussi en grande partie en tant que force d'opposition et tirer les leçons qui s'imposent de cette campagne et de ce scrutin. Nous souhaitons donc tout d'abord remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont fait confiance et ont voté pour la dynamique restaurer la confiance. Avouons d'emblée que cette élection qui a connu un taux d'abstention très élevé n'a pas permis d'amorcer le grand chantier de la restauration de la confiance. Le peuple n'est pas sorti nombreux pour voter, en particulier le peuple de l'opposition a boudé les urnes, soit parce que traqué par la peur ou par la psychose ambiante. Mais il faut revenir sur un point important. C'est cette raideur de l'opposition, de nos camarades de l'opposition. Cette raideur de nos camarades de l'opposition qui aujourd'hui a favorisé le retour du président Talon. Il faut que cette responsabilité soit située. Et cela demande une clarification au sein de l'opposition. Il faut l'assumer. Si seulement les votants, l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, je dis si elle était réduite de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour,
c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités. Il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Mais comment des gens qui se disent de l'opposition vont pouvoir favoriser l'arrivée au pouvoir de celui qui est notre adversaire politique. Nous concluons qu'il y a deux façons aujourd'hui de s'opposer dans notre pays. La façon dont nous nous opposons, en défendant le pays et le peuple, avec un programme clair, et d'autres, bien sûr, qui font de la misère du pays, des populations, un fonds de commerce. Parce que tant que Talon serait là, eux, ils vont passer sur les chaînes, un peu partout, pour dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, etc. Or, la possibilité de réaliser l'alternance à travers les urnes existe. Vous l'avez laissé. Le président revient maintenant, et vous allez commencer par parcourir encore les chaînes pour dire on ne respecte pas les droits de l'homme. Chez eux là-bas, pour ne pas respecter les droits, on va aux urnes. Les observateurs des élections en mission au Bénin ont été reçus en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. Ils sont allés lui soumettre leur déclaration préliminaire. Suivons ici un extrait des propos du porte-parole des observateurs à la sortie de l'audience. We're here this morning. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer le chef de l'État, pour lui soumettre notre rapport préliminaire, notre déclaration préliminaire. Les élections sont terminées. Nous avons compilé les informations concernant ces élections que nous avons mis dans un document et que nous avons soumis au chef de l'État. The position is that we have Nous avons saisi l'occasion pour féliciter le peuple béninois pour avoir organisé des élections transparentes, pacifiques, dans lesquelles les jeunes ont participé, les femmes aussi. Et nous avons aussi profité pour féliciter les institutions qui ont organisé ces élections, la police, la sécurité et tous ceux qui ont contribué au succès de ces élections. Des membres du gouvernement et le directeur de la communication à la présidente de la République du Bénin ont animé ce mardi 13 avril 2021 une conférence de presse sur le scrutin présidentiel. La sortie médiatique s'est principalement basée sur les images de fraude qui circulent sur les réseaux sociaux. Cano François Hungbele-Retor et Romaric Devauchy pour les propos recueillis. La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images en question montrent dans un bureau de vote des agents électoraux estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Ces faits donc constituent des infractions. Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein, parce qu'il a dit tout à l'heure, M. Nwedi, quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement. Ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image. Ce que nous faisons en ce moment, c'est de permettre aux unités de police judiciaire de démasquer, de retrouver d'abord les commanditaires des actes de terrorisme qui ont été accomplis, ensuite les auteurs de ces actes et leurs complices, avant que nous puissions savoir qui a fait quoi et établir
comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, établir donc le bilan des arrestations. Nous sommes peut-être qu'au début et les unités de police judiciaire sont à pied d'œuvre. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, il n'y a pas de dialogue avec les ennemis de la République. Quand ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui égarés auraient pris le bon chemin, comme avant eux, d'autres l'ont fait, je ne citerai pas de nom, en ce moment, le dialogue sera possible. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dialoguera pas avec les terroristes, avec les ennemis de la démocratie, à qui cette démocratie et cet état de droit ont vocation à s'imposer. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était face aux hommes des médias ce mercredi. Il a fait une déclaration qui relate les déroulés des manifestations dans le centre et le nord du Bénin visant à empêcher la tenue du scrutin présidentiel. Pour Sakalafia, les auteurs de ces échauffourées répondront de leurs actes. On l'écoute au micro de Carole Olaye et Damien Pedro. Dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée, en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens. Les forces de défense et de sécurité, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces, afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Serraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble
en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Hors du Bénin, tension en Centrafrique ces derniers jours. Les agents de la MONUSCA, la mission de l'ONU pour la stabilisation, sont critiqués pour leur travail sur le terrain. Plusieurs rassemblements se sont tenus à Bangui pour dénoncer leur inaction. Suivez. Des scènes quotidiennes dans les rues de Bangui. La population en discussion très animée avec les forces de l'ordre. Dans le viseur, le rôle des agents de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour le soutien à la Centrafrique, critiquée pour son travail sur le terrain. Un sentiment d'insécurité plane chez les Centrafricains et Centrafricaines. Ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait que les gens manifestent aujourd'hui, c'est qu'un élève du lycée technique qui était en train de partir à l'école a été renversé par un véhicule de la MINUSCA et il est mort. Les élèves et toute la population ont manifesté leur colère. Aujourd'hui, la population est en train de souffrir alors qu'ils ne font rien dans le pays. Un fait divers qui n'a pas été confirmé ni démenti officiellement mercredi matin du côté de l'ONU. Un peu plus loin, proche de la gendarmerie centrafricaine, un autre véhicule entièrement calciné est entouré par des élèves du lycée technique armés de cailloux et de bâtons. Ces dernières heures, plusieurs manifestations ont été organisées au sein de la capitale, notamment sur 3 principales avenues. Des véhicules et des casques bleus ont été pris à partie par des projectiles. La sécurité a donc été renforcée. Cela a créé un soulèvement avec tout ce qui se passe dans l'arrière-pays. La MINUSCA ne fait rien contre. Ils sont juste là à se pavaner dans Bangui. Au lieu de se rendre en province pour sauver nos familles qui se font massacrer, ils sont seulement ici. Ce que les élèves demandent à travers cette manifestation, c'est le départ de la MINUSCA de la Centrafrique. La MINUSCA félicitée pourtant par le président Faustin Archange Touadéra, réélu dès le premier tour fin décembre. Une élection présidentielle perturbée par l'offensive d'une coalition de 6 des plus puissants groupes armés qui occupent actuellement 2 tiers du pays depuis le début de la guerre civile il y a 8 ans. Des rebelles stoppés début janvier aux abords de la capitale par les casques bleus, bien aidés par des militaires rwandais et paramilitaires russes venus en renfort. La réélection du président Touadéra, finalement validée par la Cour constitutionnelle avec un taux de participation de 35%. Il y a un mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'augmenter de près de 3000 personnes les effectifs de la MINUSCA. Après quelques hésitations, la France a finalement décidé de suspendre tous ses vols avec le Brésil. Objectif, tenter d'empêcher le variant brésilien du coronavirus de se propager sur le territoire. Un variant plus dangereux et contagieux. Paris étudie également des solutions de rapatriement du Brésil pour ses ressortissants ainsi que la vérification plus stricte du respect des quarantaines. Suivez. Un dernier vol Rio-Paris avant une date encore indéfinie. Pour limiter la propagation du variant brésilien P1 et de ses mutations, les liaisons aériennes entre la France et le Brésil sont désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre. Réclamée par l'opposition, cette décision a été annoncée ce mardi après-midi par Jean Castex lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Ce lundi, le gouvernement avait pourtant écarté la possibilité de stopper les liaisons aériennes. Invité sur LCI, le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari assurait que le bon fonctionnement des vols était imposé par le Conseil d'État. Une déclaration qui n'a pas manqué d'être rappelée par certains membres de l'opposition. Je me réjouis de la décision du Premier ministre de suspendre les vols entre la France et le Brésil. Il faut maintenant aller plus loin en suspendant l'ensemble des vols émanant de zones à risque. Notre pays et les Français ne supporteraient pas une nouvelle vague dévastatrice. Poussé dans ses retranchements par mon collègue Patrick Hetzel, le Premier ministre annonce à l'instant, en réponse à sa question d'actualité, que le gouvernement suspend les vols en provenance du Brésil. Nous avions donc bien raison de le réclamer. Il était temps. Hier, le maintien des lignes aériennes avec le Brésil était imposé par le droit selon le ministre des Transports. Aujourd'hui, elles sont suspendues. Ce gouvernement ment du matin au soir sur ce sujet et tout le reste. Depuis le 3 mars dernier,
Le Brésil recense plus de 1000 morts par jour, avec un pic à 4239 décès en 24 heures le 8 avril. La situation sanitaire ne cesse de s'empirer dans le plus grand pays d'Amérique latine. La faute au variant P1 et à ses dizaines de mutations qui rendent la situation incontrôlable sur le territoire brésilien. Ce mardi, les Parisiens semblaient plutôt rassurés par la suspension des vols entre les deux pays. Vu la situation actuelle au Brésil, qui est assez catastrophique, s'il y avait possibilité de ne pas importer ce virus chez nous, ce serait pas mal. Il vaut mieux effectivement qu'on reste chacun chez soi pour essayer déjà d'améliorer cette pandémie, qu'elle ne soit pas trop prise d'assaut. Et voilà. Je pense qu'il fallait fermer ses frontières avant, je pense. Après, je ne sais pas si c'est trop tard, mais on verra après, je pense d'ici 2 semaines, si nous, ici, en tous les cas, on retrouve des variants brésiliens. Je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Il faut limiter le mélange, le brassage des populations. Si la France interrompt ses vols jusqu'à nouvel ordre avec le Brésil, quid des liaisons avec la Guyane ? Dans ce département d'outre-mer français, le variant brésilien représentait plus de 80% des cas positifs recensés la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.